Vous me direz combien il y a d'inscrits, de participants. C'est bon, vous pouvez y aller. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire que le cabinet Hugues-Lepage Avocat organise avec Doctrine, que je remercie beaucoup pour cette organisation. Alors, le sujet qu'on a choisi aujourd'hui est un sujet assez nouveau, qui est le Clean Industrial Act Deal, qui est une feuille de route qui a été présentée par la Commission européenne le 26 février, donc ça fait un mois, et qui est déjà, comme j'aurai l'occasion de vous le dire dans le courant de mon propos, suivi des faits par deux lancements d'opérations du 20 mars et du 1er avril. Donc vous voyez, on est vraiment tout à fait dans l'actualité. Alors ce texte est bien sûr à rapprocher des rapports Draghi et l'État sur la nécessité de réinscrire l'Union européenne dans la compétitivité internationale sur le plan industriel. Il y a deux piliers à ce texte qui sont d'une part la décarbonisation, qu'il faut continuer, et d'autre part la réindustrialisation, notamment dans un certain nombre de secteurs clés. Alors, quelles sont les raisons d'être de ce double objectif? Chacun peut le comprendre. Les tensions géopolitiques croissantes, et ce qui s'est passé hier soir à Washington ne va pas améliorer la situation, une croissance économique lente en Europe, et enfin une concurrence technologique qui n'est malheureusement pas toujours à notre avantage. Madame von der Leyen, en présentant cette feuille de route, a souligné que l'Europe n'est pas seulement un continent d'innovation industrielle, c'est aussi un continent de production industrielle. Cependant, la demande de produits vertueux a ralenti et certains investissements se sont déplacés vers d'autres régions. Suivez mon regard, à la fois en Asie du Sud-Est et aux États-Unis, grâce à l'IRA de M. Biden. Il faut donc un sursaut. Comment? En favorisant deux secteurs. Les industries à forte intensité énergétique qui ont besoin d'un soutien pour pouvoir décarboner, électrifier leur processus et faire face aux coûts élevés de l'énergie. Donc, on ne promet pas une énergie bon marché, mais qui pèse en tout cas beaucoup moins sur l'industrie. Et puis d'autre part, deuxième secteur, les technologies propres, indispensables à la transformation industrielle, à l'économie circulaire et à la décarbonisation, car comme vous allez le voir, l'économie circulaire retrouve une nouvelle jeunesse dans cette feuille de route, et en particulier sur les matières premières critiques. Cela permet en effet de récupérer des matières premières que nous n'avons pas chez nous, même si, par exemple, le lithium va probablement être exploité en Europe, il ne l'était pas vraiment, mais nous manquons de beaucoup de matières premières et donc l'économie circulaire est une manière de les récupérer pour pouvoir les réutiliser. Il y a 6 thématiques dans cette feuille de route que nous allons examiner successivement. La première, qui est la pierre angulaire, c'est l'accès à une énergie abordable qui est considérée comme la pierre angulaire de ce Clean Industrial Act. L'objectif, c'est de faire progresser l'Union européenne vers l'électrification avec un marché unique de l'énergie pleinement intégré, c'est-à-dire avec des réseaux intelligents, et vous avez sans doute noté l'importance qui est accordée actuellement aux réseaux et à l'interconnexion des réseaux. Donc, une énergie intégrée, c'est-à-dire fondée sur des réseaux intelligents, pilotés par l'intelligence artificielle et la surveillance de l'énergie. Surveillance de l'énergie, ça veut dire de l'offre et de la demande aussi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on favorise la flexibilité pour avoir précisément une énergie qui ne passe pas trop par des hauts et par des bas. Cela suppose un plan d'action pour une énergie abordable qui comprend des mesures visant à réduire à court terme les factures d'énergie des industries, des entreprises et des ménages, tout en accélérant la transformation. Donc, c'est un objectif transformateur dans le respect de la neutralité technologique. Les priorités sont pertinentes pour l'industrie, réduire les factures d'énergie, accélérer le déploiement de l'énergie propre et de l'électrification, des interconnexions et des réseaux achevés et une fabrication propre, permettant également d'assurer un bon fonctionnement des marchés du gaz, qui reste un élément primordial durant cette phase de transition. Alors, réduire la facture de l'énergie, très bien, comment? Bonne question, vous allez me dire.
c'est mettre en œuvre les réformes introduites par la conception du marché de l'électricité, la promotion de l'efficacité énergétique et des programmes pilotes pour des accords d'achat d'électricité conclus par les entreprises. Il y aura un montant indicatif de 500 millions d'euros pour aider à ces différentes actions, contre-garanties par la BEI. Est mis également en place un paquet pour la fabrication de réseaux pour la chaîne d'approvisionnement européenne, avec la mise en place d'un budget de 1,5 milliard d'euros. Le système des aides d'État sera simplifié pour concevoir des contrats de différence, dont on parle beaucoup actuellement, y compris la combinaison potentielle avec des accords d'achat d'électricité. Donc, on pourra avoir à la fois des contrats de différence et des PPA, par exemple. La règle sur l'attribution transfrontalière des capacités à terme sera mise en place en 2026 et d'ici la fin de l'année, la Commission proposera des orientations à l'intention des États membres et des détaillants sur la promotion de la rémunération et de la flexibilité dans les contrats de vente au détail. La Commission propose également un abaissement des niveaux de taxation, pouvant même aller jusqu'à 0, c'est-à-dire aucune taxation pour l'électricité, pour les industries à très forte consommation d'énergie. C'est donc un encouragement très fort, évidemment, à l'électrification. Une demande pour une conception harmonisée des méthodologies tarifaires, l'entrée en vigueur d'un paquet réseau européen pour assurer les interconnexions. Troisièmement, il faut accélérer le déploiement de l'énergie propre et de l'industrie propre en considérant que l'un et l'autre vont ensemble. Cela veut dire une réduction des délais d'autorisation pour les projets de réseaux de stockage d'énergie et d'énergie renouvelable. On retrouve là les textes communautaires qui ont déjà été votés pour l'accélération des énergies renouvelables, qui sont à mettre en perspective mettre en perspective est entre guillemets et à double sens. La loi française d'accélération des énergies renouvelables, dont malheureusement on constate actuellement que ce n'est pas une accélération, mais c'est bien une grande décélération à laquelle on veut nous contraindre. Donc on est directement à contre-faux de ce qui est proposé au niveau communautaire. Donc, la Commission propose de nouveaux textes pour éliminer les goulets d'étranglement liés à l'accès de l'industrie à l'énergie, et la numérisation doit jouer un rôle de plus en plus important. Enfin, assurer le bon fonctionnement des marchés du gaz en renforçant la surveillance réglementaire, une meilleure coordination entre les États membres et en particulier l'évitement de distorsions de marché liées au remplissage des stocks de gaz. On est déjà en train de préparer actuellement les stocks de gaz pour l'année 2026, l'année 2025 s'étant déroulée dans plutôt de bonnes conditions. Deuxième voie, la stimulation de l'offre et de la demande de produits propres. C'est le deuxième volet. L'objectif est de mettre en place une demande de produits décarbonés pour faire de l'Union européenne le leader mondial de la transition vers une économie propre. Il est temps parce que les Chinois ont pris de très grandes longueurs d'avance sur nous dans ce domaine. La mise en œuvre de la stratégie de gestion de carbone industrielle créée pour le marché de la capture du carbone. Là, on retrouve les textes qui ont été votés à la fin de l'année 2024, à la fois le CRCF pour les crédits carbone et le texte Net Zéro Industrie, qui prévoit précisément des systèmes de capture de carbone et un marché spécifique pour ce marché. Alors, plusieurs solutions sont envisagées, en dehors de ce que je viens de rappeler, c'est-à-dire des textes déjà existants, des critères non tarifaires dans les marchés publics et des incitations des marchés privés, et des critères de résilience et de durabilité qui vont être introduits dans la loi sur l'accélération de la décarbonation industrielle. L'idée, c'est de mettre des critères dans les marchés publics et de les permettre également dans les marchés privés, qui puissent favoriser des produits propres et des produits européens. Je reviendrai tout à l'heure sur ce sujet. Quoi qu'il en soit, ça veut donc dire une modification de la directive marché public en 2026 pour intégrer ces critères de durabilité, de résilience et de préférence européenne. Et pour les marchés privés,
des propositions pour inclure des exigences et des critères non tarifaires dans la législation pertinente sur les produits, énergies renouvelables, cellules de batterie durables pour les voitures, etc. La Commission prévoit également une grille volontaire, pas obligatoire, volontaire, sur l'intensité en carbone des produits industriels pour éviter les doubles emplois sur une base de méthodologie simple qui s'inspirera des travaux qui sont faits actuellement pour simplifier le système CBAM, c'est-à-dire du carbone aux frontières. Enfin, une évaluation complète du cycle de vie sera élaborée en s'appuyant sur une étiquette volontaire dans la loi sur l'accélération de la décarbonation. Deuxièmement, promouvoir l'adoption de l'hydrogène renouvelable à faible teneur en carbone. Il y aura un acte délégué qui va sortir au début de l'année 2025 dans le cadre qui sera destiné à favoriser la banque de l'hydrogène et avec un budget d'1 milliard d'euros qui sera mis sur la table. C'est notamment extrêmement important pour le domaine du transport qui ne s'est pas beaucoup développé dans le secteur de l'hydrogène et qui donc devrait pouvoir trouver de nouveaux débouchés avec une aide financière non négligeable. La troisième voie est celle des investissements publics et privés. Alors, les investissements doivent augmenter beaucoup dans les domaines de l'énergie, de l'innovation industrielle, de la mise à l'échelle du système de transport. 480 milliards d'euros de plus que pour la décennie précédente. Le Fonds de compétitivité offre un soutien à l'industrie innovante et un accès simplifié au financement de l'Union par le biais d'un guichet unique, une stratégie pour une union de l'épargne et de l'investissement sera mise en place pour mobiliser les capitaux, puisqu'il s'agit à la fois de capitaux publics et de capitaux privés. Et à court terme, le Clean Industrial Act Deal mobilisera 100 milliards d'euros pour améliorer les arguments économiques en faveur de la fabrication propre. 3 pistes sont favorisées. D'abord, renforcer les financements au niveau de l'Union européenne en créant une synergie entre les instruments existants dans le domaine des énergies pour maximiser le soutien aux projets sélectionnés dans le cadre du règlement STEP 2024-795. La Banque industrielle de décarbonisation financera 100 milliards du Fonds de l'innovation fondé en partie sur le système d'échange des quotas d'émissions qui, comme vous le savez, s'est étendu et dégage des fonds non négligeables. Il y aura des enchères pour 1 milliard d'euros pour la décarbonisation des processus industriels clés lancés en 2025. 6 milliards seront engagés à partir du Fonds pour l'innovation pour les technologies propres, la fabrication de batteries, la banque de l'hydrogène et la décarbonisation industrielle. La recherche et l'innovation, bien sûr, sont favorisées avec un appel à projet Horizon Europe de 600 millions d'euros qui sera lancé l'année prochaine. Deuxième volet, les effets de levier de l'investissement privé. L'Union européenne envisage une modification du règlement InvestEU pour augmenter la capacité d'investissement pour supporter les risques. 50 milliards d'euros supplémentaires devraient être mobilisés pour la modernisation des processus industriels, la fabrication du déploiement des technologies propres et le financement de projets industriels, énergétiques et de mobilité propre. La BEI prendra à cet égard des initiatives et un programme d'investissement Tech-EU sera déployé pour combler le déficit de financement. Le troisième volet est celui de l'encadrement des aides d'État dans le cadre de l'accord industriel propre et d'autres mesures de soutien et de facilitation. Il s'agit d'encadrer différemment les aides d'État pour permettre précisément des aides nécessaires et proportionnées pour favoriser l'investissement privé. Un horizon de planification de 5 ans simplifié et souple permettra d'approuver rapidement les aides d'État en faveur de la décarbonisation, avec des options prêtes à l'emploi permettant de démontrer très facilement la compatibilité des projets et donc faire de l'allègement administratif. Un règlement général d'exemption par catégorie sera révisé pour réduire la charge bureaucratique pour les entreprises et les États membres. La Commission regardera si la communication sur les garanties est suffisante ou s'il faut l'améliorer.
les nouveaux projets importants d'intérêt européen communautaire, commun, pardon, IPCEI, sera mis en place pour renforcer l'efficacité et l'entretien de cet outil de soutien à la décarbonisation industrielle et à la fabrication de technologies propres dans l'Union européenne. La Commission pourra fournir des indications informelles aux entreprises qui en feront la demande sur des projets de coopération contribuant à favoriser les priorités de l'Union et permettant ainsi à une entreprise de savoir très vite si elle va avoir un soutien ou si elle n'en aura pas. Enfin, la Commission recommandera aux États membres de veiller à ce que les systèmes d'imposition des sociétés favorisent les entreprises propres, notamment par des crédits d'impôt, une modification du régime fiscal des amortissements et des mesures fiscales associées à d'autres actions visant à réduire et à supprimer progressivement toutes les subventions aux combustibles fossiles. Elles sont encore de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards d'euros qui pourraient ainsi récupérer en faveur d'autres développements industriels. La quatrième voie est très importante, c'est celle de l'économie circulaire. Elle comprend deux grandes voies qui sont d'une part l'accès sécurisé aux matériaux et ressources et l'économie circulaire stricto sensu. Alors, sur l'accès sécurisé aux matériaux et ressources, on s'est rendu compte que le potentiel marché de l'économie circulaire dans la refabrication devait passer de sa valeur actuelle de 31 milliards d'euros à 100 milliards en 2030. C'est-à-dire qu'en 5 ans, on va multiplier par 3 la valeur de ce marché, créant ainsi 500 000 nouveaux emplois. Alors comment ? Plusieurs pistes sont envisagées. D'abord, la mise en œuvre rapide de la loi sur les matières premières critiques. À cet égard, l'Europe a annoncé hier le lancement de 3 partenariats industriels sur les matières premières critiques, qui est un appel à contribution pour évaluer la nécessité de la coopération industrielle renforcée dans ce domaine. Donc, il y a un délai au 31 mai 2025 pour soumettre les contributions. Voilà, donc ça date d'hier, c'est tout chaud et c'est un élément qui est bien entendu important. Et par ailleurs, 2 nouveaux partenariats ont été annoncés sur les matériaux avancés, les techniques et le photovoltaïque. Cela date du 20 mars 2025, donc c'est tout à fait nouveau. Ces 3 partenariats, c'est dans le cadre de Repower EU et de la directive sur les ENR, c'est pour accroître la capacité de production européenne des panneaux photovoltaïques et de développer la chaîne de valeur. Le deuxième, c'est pour les textiles du futur. Elle s'appuie sur les innovations numériques et les nouveaux modèles économiques du secteur. Et le troisième partenariat est pour les matériaux avancés, avec la référence justement à la communication sur les matériaux avancés pour la primauté industrielle. La Commission propose également la création d'une plateforme d'agrégation de la demande et d'un mécanisme de mise en relation pour les matières premières critiques entre l'offre et la demande, la mise en place d'un centre européen spécialisé dans les matières premières critiques qui pourra acheter conjointement au nom des entreprises intéressées et en coopération avec les États membres, et enfin la coopération sur les stocks stratégiques et le suivi des chaînes d'approvisionnement, tout ceci étant destiné à permettre une certaine souveraineté européenne sur ces matières premières critiques en mutualisant finalement les moyens dont les uns et les autres peuvent disposer. Le deuxième volet est, je dirais, économie circulaire stricto sensu. Nous aurons un nouveau texte sur l'économie circulaire en 2026, en s'appuyant sur le marché unique, la libre circulation des produits circulaires, des matières premières secondaires et des déchets, une révision des critères concernant la fin de vie des produits pour faciliter le passage des déchets au statut de la matière première secondaire, donc réutilisable sans passer par la case déchets,
Les incitations à accroître l'utilisation de la ferraille, on se croit retourner quelque part dans les années d'après-guerre sur ce sujet-là. L'obligation de numériser les permis de démolition et les audits préalables à la démolition pour pouvoir récupérer de manière beaucoup plus aisée les matériaux de construction. On sait qu'aujourd'hui, les matériaux de reconstruction secondaire sont malheureusement beaucoup plus chers que les matériaux originels, et donc il faut absolument arriver à remédier à cela. Un règlement sur l'éco-conception des produits durables pourrait être adopté en avril 2025, donc ce mois-ci. Et enfin, des mesures supplémentaires seront mises en œuvre pour atteindre l'objectif de 25% du recyclage, objectif qui était prévu dans le règlement sur les matières premières critiques. Un texte spécifique sur la masse noire pour le recyclage des piles sera également adopté. On va créer des pôles transrégionaux de circularité pour promouvoir la spécialisation intelligente et des économies d'échelle dans le domaine du recyclage. Ces pôles transrégionaux auront pour objectif d'identifier des projets stratégiques sur la base de propositions émanant de groupes d'États ou d'acteurs industriels, permettant ainsi des flux régionaux. Et quand on dit flux régionaux, ça peut bien entendu viser des régions qui n'appartiennent pas aux mêmes États, typiquement la Sarre et l'Alsace. Enfin, ou l'Espagne et la France pour les régions transfrontalières. Enfin, des règles relatives au régime de la seconde main contenues dans la directive TVA seront examinées, comme ce qui vient d'être fait pour les engrais, qui est un excellent exemple, parce que pour les engrais, y compris les engrais à faible teneur en carbone, les engrais provenant de nutriments recyclés, on a réduit considérablement la dépendance de l'Union européenne à l'importation d'engrais. On a favorisé des modèles commerciaux circulaires et on a réduit le prix des intrants. Donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant pour tout le monde. Et bien, c'est le modèle que l'Union européenne voudrait dupliquer. La cinquième voie concerne les marchés mondiaux et les partenariats internationaux. Aujourd'hui, le constat est que les principales économies du monde se disputent l'accès au marché, aux matières premières essentielles, aux nouvelles technologies et aux routes commerciales, voire les routes de la soie pour la Chine, ou ce que la Russie essaye de faire aujourd'hui via l'Arctique. De plus, il y a une concurrence mondiale totalement déloyale en raison de l'exportation de surcapacités nationales depuis d'autres pays à des prix très réduits. Suivez mon regard, c'est évidemment le cas de la Chine qui, ne pouvant plus exporter vers les États-Unis, vend à très bas prix en Europe. Donc, que faire pour essayer d'améliorer ce système, d'y mettre non pas un terme, mais enfin en tout cas de le réduire? Prévoir des partenariats pour le commerce et l'investissement propre, c'est mettre en œuvre les accords de libre-échange. Alors, je sais bien que certains d'entre eux, comme vous le savez, sont très discutés, mais enfin, vu ce qui se passe aux États-Unis, il est clair qu'on se tourne vers d'autres partenaires comme le Canada, comme l'Inde, même la Chine, à d'autres conditions sans doute, ou l'Amérique du Sud. Les partenariats pour le commerce et l'investissement propre, PTCI, visent à renforcer l'Union européenne dans des chaînes de valeur mondiales cruciales avec une diversification des chaînes d'approvisionnement et un meilleur accès aux matières premières, à l'énergie propre et aux technologies innovantes. Il s'agit également, dans le cadre du pacte pour la Méditerranée, d'une initiative de coopération transméditerranéenne en matière de technologie propre et d'énergie qui sera mise en place pour stimuler les investissements publics et privés dans le bassin méditerranéen, améliorer le mécanisme d'ajustement aux frontières pour le carbone. J'en ai dit un mot tout à l'heure, le texte bien sûr existe, mais dans le cadre des révisions actuelles, il va être amélioré. Et enfin, promouvoir et garantir les conditions de concurrence équitable pour l'industrie de l'Union européenne. Il y a vraiment un virage sur la politique de concurrence au niveau européen, d'abord avec, je dirais, une ouverture plus sympathique à l'égard des projets européens eux-mêmes, et avec l'idée que les investissements étrangers doivent contribuer à la compétitivité à long terme de l'industrie européenne.
Mais ces investissements ne doivent pas compromettre l'ordre public en Europe ni sa sécurité, d'où un filtrage rigoureux des investissements étrangers directs. En 2026, des lignes directrices seront proposées sur des concepts clés qui vont sous-tendre le règlement sur les subventions étrangères. On se rend compte aujourd'hui des problèmes que pose l'appropriation par certains États de ports, par exemple en Europe. C'est vraiment, ou d'aéroports, c'est une vraie difficulté. Enfin, la Commission s'engage à utiliser rapidement et efficacement les instruments de défense commerciale, tels que des droits anti-dumping ou des droits anti-subvention si nécessaire. La Commission s'attaquera également aux surcapacités en intensifiant la coopération internationale et multilatérale et en se concentrant sur la détection et le traitement des causes profondes des mesures qui ne sont pas axées sur le marché, c'est-à-dire qui constituent des aides d'État indirectes qui faussent les conditions du marché européen. Enfin, j'en arrive à la dernière voie, celle des compétences et des emplois de qualité pour l'équité sociale dans une transition juste. L'Union européenne prend la mesure de l'aspect social de toute cette transformation que nous vivons et de la nécessité en même temps d'acquérir des compétences. Parce que nous savons tous que la plupart des métiers dans 10 ans n'existent pas encore en réalité. Alors, 2 pistes sont envisagées. D'une part, un soutien aux compétences dans le cadre du renforcement des compétences sectorielles dans des industries stratégiques liées au Clean Industrial Deal, avec un soutien renforcé pouvant atteindre 90 millions d'euros au titre d'Erasmus, par exemple. Une initiative sera également lancée sur la portabilité des compétences pour soutenir des travailleurs dans la transition et des emplois, une feuille de route pour des emplois de qualité sera élaborée. D'autre part, l'investissement devrait combiner la protection des revenus et le soutien aux PME sur le marché. Un observatoire européen de la transition équitable sera créé pour fournir des éléments sur les aspects équitables de la transition verte avec des indicateurs standardisés, la collecte des meilleures pratiques et pour faciliter le partage des données. La Commission évaluera également la possibilité d'accroître l'utilisation des conditionnalités en matière de formation et de compétences et élaborera des orientations pour les États membres concernant un certain nombre de domaines, par exemple le leasing social pour les véhicules à émissions nulles. Je rappelle que c'est un système que la France avait envisagé et devant le succès remarquable de cette initiative, elle s'est arrêtée immédiatement. Enfin, dans certains secteurs, des plans d'action spécifiques seront mis en place, un plan d'action industriel et un plan d'action pour le secteur automobile, dont il va falloir voir ce que les mesures annoncées par Trump hier vont avoir comme incidence, un plan d'action pour la sidérurgie et les métaux, des paquets pour l'industrie chimique, un plan d'investissement pour les transports durables et des stratégies en matière de bioéconomie. Voilà, vous voyez, j'ai été très vite parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce plan, mais vous trouverez sur mon document l'essentiel de ce que je vous ai dit. Parce que je vous laisser un petit peu de temps pour les questions et je vous invite à les poser parce que pour le moment, il n'y en a pas. C'est en fait une transformation importante qu'il faut voir en relation avec ce qui est fait sur le plan environnemental. C'est-à-dire que je pense que la Commission européenne et l'Union européenne dans son ensemble ont pris conscience de l'avantage compétitif que pouvait représenter pour l'Union européenne sa stratégie dans la durabilité à la condition que ça ne soit pas une charge insupportable pour les entreprises. Donc un équilibre à trouver entre les mesures de reporting, mais qui ne sont pas des mesures de reporting, qui doivent être considérées comme une stratégie, comme un outil stratégique pour les entreprises. Et je crois que c'est un peu l'équilibre qui a été trouvé hier au Parlement européen dans le vote à propos de la loi Omnibus. Et en même temps de se donner les moyens de faire de ce choix stratégique un outil industriel puissant.
Et pourquoi est-ce que c'est absolument essentiel? Parce qu'on a loupé le coche il y a près de 30 ans. C'est-à-dire qu'au moment de Kyoto, l'Europe était très en avance sur tous ces sujets. Nous n'avons pas été capables de transformer cette vision que nous avions, et qui a ensuite s'est retrouvée dans les accords de Paris, mais ce que nous avons fait, nous, ça date de 2002-2003. L'accord de Kyoto, c'est 97. On n'a pas été capable d'en faire un outil d'industrialisation de l'Europe extrêmement puissant, et on s'est fait complètement damer le pion par les Chinois, surtout le solaire et l'éolien en particulier. L'idée, c'est essayer de garder un leadership, ou plutôt de le conquérir, parce qu'encore une fois, on est vraiment en concurrence avec les Chinois sur ce sujet-là, d'avoir le leadership sur cette vision de la durabilité, mais d'en faire un outil stratégique et industriel puissant. Et je pense que dans cette feuille de route, il y a énormément d'outils à développer. Il y a quand même beaucoup d'argent qui est mis sur la table, et une nouvelle vision du partenariat public-privé en termes d'investissement, une nouvelle vision des aides d'État, une nouvelle vision des marchés publics qui permet la préférence européenne, ce qui est quand même quelque chose d'assez nouveau, et un développement d'éléments qu'on avait déjà, comme l'économie circulaire, mais une économie circulaire appliquée au domaine des matières premières stratégiques, ce qui paraît quand même quelque chose de très important. Est-ce qu'on a des questions? On n'a pas de questions. Personne n'a de questions? Non? Je vais continuer un petit peu s'il n'y a pas de questions, ce que je regrette. Parce que je ne prétends pas. Alors, ou bien j'ai été particulièrement nulle et ce que je vous ai dit ne vous a pas intéressé, ou bien c'est très complet et vous n'avez pas de questions à me poser. Donc, je vais compléter un petit peu mon propos sur ce texte. Il y a une question. Merci pour la question. Concernant les distributeurs de meubles professionnels européens, est-ce que le Clean Industrial Deal va nous éclairer sur la définition des déchets et des produits? Alors, logiquement, oui. Logiquement, oui, puisqu'il y a une accélération sur l'économie circulaire. Il y a donc forcément, et je l'ai dit tout à l'heure et je le réaffirme, forcément une nouvelle réflexion sur le passage à la matière première secondaire. L'idée de la sortie du statut de déchet, elle existe déjà aujourd'hui. L'objectif, c'est de faciliter les critères de sortie pour augmenter la matière première secondaire et donc réduire le poids qui pèse sur la matière première primaire. Et c'est particulièrement vrai pour le bois, où, comme vous le savez, on a des conflits d'usage qui sont gigantesques, parce qu'on ne peut pas en même temps dire que nous voulons que nos forêts se renforcent pour être des puits de carbone que nous n'avons plus, dire que nous voulons utiliser le bois en matière première pour stocker le carbone dans le produit bois pour les constructions, en même temps continuer avec le bois énergie, il va falloir quand même choisir. Et d'autre part, pour ce qui est de la France, vous savez que malheureusement, nous avons un système économique du bois qui se rapproche plus d'un pays en développement, puisque nous vendons nos grumes et nous achetons de la matière première. Donc, la matière première travaillée, enfin, les planches de bois retravaillées et permettant effectivement la construction ou les meubles en bois. Donc, je pense que l'idée, c'est effectivement de permettre de récupérer beaucoup plus facilement les bois usés, utilisés, pour en faire de la matière première secondaire. Merci beaucoup, Christine, pour le partage du document sur les panneaux photovoltaïques au sujet du matériel européen. Vous pouvez le retrouver dans le chat si vous le souhaitez. Et nous avons une seconde question. Que prévoit le texte sur la masse noire, Black Mass? Alors, il faut que je le retrouve pour vous le dire exactement. C'est dans quelle partie? C'est dans quelle partie? Vous savez dans quelle partie c'est là? J'en parle à quel moment?
je le retrouve dans le texte parce que je ne sais pas par cœur. Donc, il faut que je vous retrouve le texte là-dessus. C'est dans l'économie circulaire. C'est ça. Hein? Dans l'économie circulaire. C'est dans l'économie circulaire. Au niveau de l'éco-conception. Économie circulaire. Dans le marché du gaz. Ça. Sur 5. Non, c'est pas ça. Je ne suis pas sur le bon texte. Voilà. Alors. La masse noire, voilà. Alors, l'industrie européenne du recyclage des piles est confrontée à une situation critique de pénurie de masse noire qui est exportée vers des pays tiers, malgré son importance économique et environnementale pour l'écosystème européen des piles. Compte tenu de ses propriétés dangereuses, la Commission adoptera des mesures spécifiques concernant la masse noire. Voilà, il n'y a pas plus. On n'a pas d'autres questions. Alors, s'il me reste quelques instants, je voudrais, parce que je ne suis pas rentrée dans ce détail-là, parce que c'était un petit peu long, vous faire part d'un document qui a été publié le 26 février, qui est le plan d'action pour une énergie abordable. C'est un document comme 2025-79 qui formule toute une série de propositions pour exploiter pleinement la vraie valeur de notre union de l'énergie. Vous avez 4 piliers avec combien de mesures 7-8 mesures que je peux rapidement énumérer, mais j'en ai déjà parlé parce qu'on les retrouvait en fait dans le texte de base. Réduire les factures d'électricité, réduire le coût de la fourniture d'électricité, améliorer les marchés du gaz pour garantir des prix justes, réaliser des économies d'énergie, construire une véritable union de l'énergie avec réaliser l'union de l'énergie, attirer les investissements et assurer la réalisation des projets avec un contrat tripartite pour une énergie abordable en faveur de l'industrie. Tripartite pourquoi? Union européenne, États membres, BEI et producteurs d'énergie. Et enfin, être prêt pour faire face à d'éventuelles crises énergétiques en sécurisant l'approvisionnement pour assurer la stabilité des prix et en nous préparant aux crises pour éviter les pics pendant les crises énergétiques et améliorer l'accès transfrontalier à l'électricité à un prix abordable. Autre question? Ne doit-on pas craindre et ou anticiper les difficultés concurrentielles mondiales au regard des évolutions économiques américaines? Si, bien sûr. Bien sûr. Alors, on attend la réponse de l'Europe qui a été préparée et qui devait être ajustée en fonction de ce que l'excellent monsieur Trump nous a raconté hier. Alors nous, c'est une augmentation de 20% de nos droits de douane au motif que nous, on aurait des droits de douane à 34%, ce qui est une absurdité totale parce que dans les droits de douane, ils collent la TVA, ils collent des soi-disant obstacles non tarifaires et toute une série de choses qui n'ont strictement rien à voir. Oui, donc on va avoir des grandes difficultés. Maintenant, combien de temps l'administration américaine va-t-elle pouvoir tenir sur ce pied? Ça, on n'en sait rien du tout. Et alors justement, on a une question à ce sujet. Peut-on envisager une certaine relativisation du principe de préférence européenne suite à ces déclarations? Je ne crois pas. Je pense qu'au contraire, on va le renforcer, le principe de préférence européenne, parce qu'on va le causer par la durabilité. On va le causer par la durabilité, parce que si c'est local, il y a le transport en moins. Le transport en moins veut dire coût de l'énergie en moins. Donc non, je pense que c'est quelque chose qui va se renforcer et qu'on ne pourrait alléger que dans l'hypothèse où il y aurait un virage à 180 degrés de la politique américaine. Mais enfin, je rappelle déjà que l'IRA avait été très préjudiciable à l'économie européenne, hein, parce que c'était un système de pompage de tous les investissements vers les États-Unis qui s'est révélé diablement efficace. Et donc, est-ce que cela ne pourrait pas nous encourager à une solidarité accrue avec des États comme le Canada ou des régions comme l'Amérique du Sud? Si, bien sûr. Si, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Déjà avec le Canada, je pense que les choses se renforcent beaucoup. Et puis, vous savez, il y a aussi quelque chose qu'on maîtrise mal, mais qui apparaît de plus en plus, qui est la réaction des consommateurs. Ce matin, dans la presse, je lisais un article qui montrait que les touristes européens n'allaient plus beaucoup moins aux États-Unis, une baisse de 25%, mais beaucoup plus au Canada. Il y a des produits qui ne sont pas achetés. En Europe, les ventes de Tesla ont baissé de 30 ou 40% en moyenne, avec des pointes beaucoup plus importantes que ça. Donc, il y a une réaction aussi, je dirais, des Européens individuellement sur ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas neutre du tout. Donc on nous dit que effectivement ce Clean Industrial Deal il est prometteur, mais qu'au regard du recul environnemental actuel, est-ce qu'il y aura de véritables avancées? Alors moi je pense que oui. Je pense que oui parce que beaucoup soutiennent, et j'en fais partie, l'idée que le Green Deal dans son ensemble, sous réserve de modifications qu'on sera amené à faire, et les plus faibles possibles j'espère, est en fait un avantage pour nous dès lors qu'on est capable de le traduire de manière industrielle. Et l'accord, car j'ai vu que certains avaient applaudi en disant « ouais, on a gagné, on a reporté, etc. » C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. D'abord, il faut pas les voir à très court terme, mais à moyen terme. Et en fait, l'accord qui semble se dessiner, par exemple, sur une CSRD qui resterait au même périmètre, mais avec des obligations graduées, paraît quelque chose de tout à fait raisonnable, par exemple. Quant à la CS3D, elle est vraiment très nécessaire. Et de toute façon, je dirais CS3D ou pas, la responsabilité des entreprises dans le domaine climatique, elle est actée sur le plan jurisprudentiel. Je vous renvoie à l'arrêt qu'a rendu la Cour d'appel de La Haye à propos de Shell, qui a été, c'est un arrêt qui a été rendu en mars 2025. Beaucoup se sont gaussés de ce que cet arrêt avait annulé le jugement qui avait condamné Shell à réduire de 45% ses émissions de gaz à effet de serre. Oui, c'est vrai, ça c'est la vérité. Ça a été annulé, mais il y a dans cet arrêt une affirmation de principe que les grandes entreprises sont responsables des émissions de gaz à effet de serre qu'elles émettent et qu'elles doivent contribuer à l'effort interne, à l'effort de tous dans la réduction de ces émissions de gaz à effet de serre, que c'est une obligation. Donc, si vous voulez, il y a une marge de l'histoire, on va peut-être prendre du recul, du retrait. Tout le retard qu'on va prendre, de toute façon, on va le payer double après. Donc, je pense qu'il est vraiment très important. Et c'est pour ça que ce Clean Industrial Act me paraît quelque chose d'essentiel, c'est d'arriver à transformer en matière économique l'effort que nous faisons en matière environnementale, parce qu'on a besoin des deux. Et de toute façon, sans énergies renouvelables, sans économie circulaire, sans tout cela, sans efficacité énergétique, sans utilisation intelligente de l'IA, on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs environnementaux. Donc, on voit bien que les deux sont totalement liés. Voilà, je crois que j'ai épuisé mon temps. Je vous remercie pour vos questions. J'espère que vous avez été intéressés. Et bien entendu, vous pouvez revoir tout cela en replay et récupérer les documents.